Bonjour, je suis Romain Guider, je suis responsable de l'avant-vente OBO Smartier chez OBO et je vais vous présenter un webinaire sur la gestion d'obsolescence applicative avec OBO Smartier. Et c'est un webinaire où on considère qu'on a déjà une petite connaissance de Smartier, même si je vais présenter des choses, hein, et on va mettre en œuvre un processus donc, de gestion, hein, qu'on retrouve dans une DSI et qu'on pourra ensuite éventuellement projeter enfin généraliser à d'autres processus. Je prends quelques minutes pour présenter la société OBO. Donc, OBO est une société dont l'activité consiste à créer des outils visuels pour concevoir les innovations. Donc, les innovations enfin, spécifier, concevoir et transformer donc des produits, des services, des entreprises. Donc, ce qu'on appelle produit dans ce contexte, ça peut aller depuis d'une automobile qu'on voit ici à une éolienne, en passant par des bâtiments et jusqu'à des satellites. Des services, évidemment, ce sont tout ce que les entreprises peuvent offrir. Et les entreprises, donc ce qui va nous concerner plus aujourd'hui, donc on va modéliser des entreprises pour faire de l'architecture d'entreprise. Nous faisons ça avec des solutions de modélisation ouvertes, c'est-à-dire qu'à la fois, nous nous appuyons sur des briques open source, hein, de façon à ce que les choses soient extensibles facilement. Et les solutions sont extensibles également sur les SI au sein desquels elles s'intègrent. Ces solutions, elles peuvent être spécialisées, enfin, elles sont spécialisées pour un propre domaine métier. Donc, ce ne sont pas des solutions génériques. Et elles synchronisent les représentations visuelles avec les données, c'est-à-dire que nous utilisons de la modélisation, qui est donc une représentation avec une structure informatique d'une réalité qui peut être donc une entreprise ou un quelconque produit, comme on les a déjà décrits. Et cette représentation donc, informatique, cette structure de données est représentée à l'aide de visualisation, donc de diagrammes le plus souvent pour ce qui nous concerne, mais aussi de tables, d'arbres ou de rapports. Autre point important, donc, nos outils, ce qui les différencie vraiment des outils habituels, supportent la collaboration entre les équipes, donc en permettant une édition en temps réel d'un modèle par plusieurs personnes qui donc collaborent de cette manière à construire la représentation dont ils ont besoin. Nous verrons que cette fonctionnalité, elle est extrêmement avancée et elle permet donc de collaborer de manière transparente sans qu'il y ait besoin de faire de réconciliation, comme c'est souvent le cas quand on travaille à plusieurs sur un sujet. Et donc ça permet donc de donner accès aux outils au plus grand nombre. Un rapide tour d'horizon de nos clients. Donc, on les catégorise en deux grands groupes. Donc, nous avons des clients au sein des grandes industries françaises et européennes. Bon, aujourd'hui, peut-être plus largement internationales, parce que donc, ne figure pas ici un certain nombre de nos clients asiatiques ou américains. Donc, nous avons évidemment des groupes comme Thales, Ariane Group, CNES ou l'ESA. Donc, on travaille beaucoup avec l'aérospatiale, euh, étant donné que nous proposons des services autour de Capella, qui est un outil qui est issu de ce monde-là. Siemens également, avec qui nous avons un partenariat autour de l'ingénierie système. Et puis donc nous avons des clients dans le monde des systèmes d'information, euh, pour en nommer quelques-uns, donc hein, la CNAV, avec qui nous travaillons depuis très longtemps, Pôle emploi, ou encore le ministère des Armées, donc là, présenté avec le ministère de la Défense, avec qui nous travaillons depuis 10 ans sur un sujet de modélisation d'applications MTR. Nous avons également donc d'autres ministères, hein, le ministère de l'Éducation nationale, nous avons travaillé avec l'INSEE et donc voilà, un certain nombre d'autres clients privés. Il y a pas forcément, il y a une porosité évidemment entre ces deux catégories parce que EDF, par exemple, est un de nos clients qui utilise la solution SmartIA pour un sujet qui est à mi-chemin entre les systèmes d'information et les systèmes industriels, puisqu'il s'agit de modéliser du coup, le système d'information d'un projet de développement industriel, dans leur cas. Donc, on peut imaginer effectivement des passerelles entre les différents mondes.
nos outils, euh, donc évidemment, ils adressent vos besoins de plusieurs manières. Donc, soit nous avons des outils prêts à l'emploi. Donc, nous avons OBO SmartIA pour l'architecture d'entreprise ou Capella pour l'ingénierie système. Donc, ce sont des outils qui implémentent une notation standard ou largement acceptée par une communauté, comme c'est le cas pour Capella, euh, et qui répondent à un besoin qui est bien identifié, qui correspond donc à un marché pour lequel nous pouvons développer un outil sur étagère. Puis, dans un certain nombre de cas, assez fréquents également, il y a des besoins qui ne peuvent s'inscrire dans ces outils sur étagère et pour lesquels on développe des logiciels sur mesure. Donc là, dans ce cas-là, nous avons une pile technologique qui nous permet de le faire avec efficacité et en produisant des logiciels assez mûrs, assez rapidement. Deux exemples ici. Donc, pour l'ESA, nous développons d'ailleurs de manière continue, régulière, un outil qui permet de développer des logiciels pour les satellites. Donc, on modélise le système embarqué du satellite et on peut générer du code pour déployer sur ces composants. Ou encore, donc j'en ai déjà parlé, le développement des applications N-tiers normées pour le ministère des Armées. Donc, c'est un système qui est également utilisé aujourd'hui au ministère de l'Éducation nationale. Donc, ce sont deux approches et nous couvrons ainsi tous les besoins potentiels des gens qui veulent s'outiller. Si je fais un focus maintenant sur OBO SmartIA qui nous intéresse plus spécifiquement, donc c'est un outil qui permet de faire de l'architecture d'entreprise et qui articule donc le travail autour d'un référentiel euh, qui est consolidé au travers de différents moyens, donc l'édition de diagrammes directs ou l'édition de matrices, et aussi donc l'agrégation de référentiels existants par le biais de connecteurs que nous pouvons développer parce que du coup, la solution est ouverte et possède une API permettant de l'intégrer dans votre SI. Donc les référentiels existants, ils peuvent être de différentes natures. On peut se connecter à un outil de gestion de stratégie qui va permettre d'intégrer des éléments de stratégie, donc des capacités, des ressources, des choses comme ça. Un référentiel métier, on peut avoir des référentiels de processus métier, par exemple, des référentiels d'organisation avec des acteurs, des rôles externes à l'outil qu'on intègre dans SmartIA et qu'on va ensuite utiliser pour connecter les différents éléments entre eux. Plus souvent, on retrouve des référentiels applicatifs ou d'infrastructures, où là, on a dans les DSI du coup, des référentiels existants et gérés par les acteurs métiers qui sont en charge de la gestion des applications et des infrastructures qu'on va pouvoir intégrer, consolider et croiser avec les référentiels métiers et stratégies. Donc, je vais montrer aujourd'hui du coup un certain nombre de choses autour de ça. La première chose, donc, pour retenir quelques points essentiels de SmartIA, c'est qu'on cherche à construire une vision partagée avec cet outil, donc permettant d'améliorer la communication au sein des différentes équipes et des différentes couches métiers, disons, et la collaboration également entre les différentes parties prenantes. Donc, cette vision partagée, elle se fait autour du référentiel, en donnant accès à plusieurs personnes simultanément et avec des points de vue différents. Nous proposons du coup des outils de modélisation efficaces qui permettent de réduire le temps passé à construire et à maintenir les cartographies et les architectures. Donc, les outils de modélisation, c'est des outils de modélisation directe, des diagrammes, des tables et aussi donc des connecteurs. Et puis donc, on propose un référentiel qui permet d'avoir des données consolidées. Donc, des données consolidées, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois, donc, du fait qu'elles sont sourcées dans les SI par les connecteurs et aussi qu'on les contrôle, nous allons voir ça. Ce sont des données dont l'intégrité, dont la qualité est maîtrisée et qui permettent donc de prendre des décisions sur la base de données qui représentent la réalité de votre SI ou de l'entreprise. Ensuite, on peut procéder à des analyses d'impact sur des données fiables. On peut procéder à d'autres analyses comme celles permettant la gestion de l'obsolescence. Voilà, donc je reviens à la gestion de l'obsolescence applicative. Donc j'ai plus que deux diapos avant de passer à la démo qui permettent d'introduire le sujet et de donner un peu de contexte. Donc, une gestion d'obsolescence applicative, dans notre cas, alors on peut avoir différentes acceptions du terme. Dans notre cas, qu'est-ce qu'on va entendre par ça? Donc, les objectifs, ils vont être, d'une part, d'identifier et de catégoriser de manière exhaustive les applications qui vont devenir obsolètes à un horizon de 2 ans, de 5 ans ou au-delà.
Donc, on va ainsi pouvoir caractériser son patrimoine applicatif hein, en termes d'obsolescence et de pouvoir mettre en place des plans d'action pour pallier les obsolescences à 2 ans qui sont, ou avant, donc qui sont à régler. On va également souhaiter identifier les composants technologiques qui sont à l'origine de l'obsolescence. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle souvent l'analyse des risques technologiques, où on va identifier les composants technologiques qui sont hors de support, qui sont un petit peu anciens et donc soumis à des vulnérabilités, par exemple, et remonter ça avec, vers la couche applicative, éventuellement croiser avec la couche métier pour obtenir une vision du risque lié à l'obsolescence technologique. Donc on a une approche en 2 temps. Et on distingue bien la collecte de l'information de la restitution des résultats. La collecte de l'information, du coup, on va vraiment la structurer pour obtenir ce référentiel et ces données consolidées. Je vais vous montrer comment. Donc, c'est vraiment le focus central de ce webinaire. Paradoxalement, c'est la collecte d'informations qui nous semble le plus important dans ces processus, parce que c'est ce qui va, du coup, prendre le plus de temps à réaliser et ce qui est le plus complexe à réaliser de manière maîtrisée et à obtenir des résultats qui sont vraiment utilisables. Donc, les questions à se poser pour faire une collecte d'informations réussie, la première, évidemment, c'est d'organiser le stockage. Donc, quelles informations on va collecter? Pour les besoins de l'obsolescence, on va définir effectivement un certain nombre de métriques. Donc, les décalages entre des dates de décommissionnement d'applications et des dates de fin de support de composants technologiques, par exemple. Donc là, quelles informations on a besoin de stocker? Comment on les stocke? Donc, quels attributs on définit et dans quels objets? Et où on stocke les objets? Donc, comment on structure son référentiel? Donc ça, c'est une question qui est à poser, qui est à se poser de manière très, très générale, évidemment, et dans tous les processus de gestion. Donc ensuite, on définit les moyens de collecte. Donc on en a plusieurs dans Smartier. On peut faire des renseignements directs dans l'outil. Donc on a des vues qui permettent de créer de nouveaux attributs sur les objets, de les renseigner. On peut utiliser le client web pour mettre à jour des propriétés qu'on a définies ou les renseigner. On peut également donc utiliser un import-export Excel générique qui permet de faire un petit peu de travail de masse ou encore de faire des connecteurs pour aller sourcer donc ces informations dans des référentiels externes de façon à avoir l'information qui est mise à jour par les acteurs qui la maîtrisent. Enfin, le dernier point, qui n'est pas le moins important, euh, loin de là, c'est la capacité de contrôler le résultat. Euh, donc là, on parle qu'on a une collecte de données et c'est important de se rendre compte de est-ce que la collecte elle a respecté les règles qu'on s'est données pour organiser le stockage en particulier et est-ce qu'on a des données qui respectent un certain nombre de règles de bon formatage. Donc on va se doter de règles de validation qui vont nous permettre de relever de manière exhaustive tous les écarts à ces règles. Voilà, donc je vais couvrir tous ces éléments-là. Évidemment, je vais également couvrir donc la restitution en vous montrant comment on peut construire des rapports visuels dynamiques qui comportent des indicateurs visuels colorés ou autres, et également des liens directs vers les éléments concernés. Ça, c'est très important pour pouvoir ensuite agir dessus. Donc, on va voir différentes formes de rapports. Donc, un tableau de bord constitué de widgets qui permet de montrer des métriques sur le SI en matière d'obsolescence, des diagrammes automatiques qui vont permettre également de produire des rapports sur l'obsolescence applicative, et puis des rapports tabulaires qui donc offrent une vision différente, peut-être plus exploitable quand on a des éléments en grand nombre. Voilà. Donc, je fais place à la démonstration. Donc voici le client riche de l'outil OBO Smartier. Donc je me suis déjà connecté. On peut du coup se connecter au travers d'un annuaire d'entreprise. Et je suis ici dans un profil qui est celui d'architecte d'entreprise. Bon, j'ai accès à peu près à l'ensemble du référentiel. J'ai sur la gauche une vue qui me permet de naviguer dans le référentiel et donc de voir déjà un petit peu la structure de ce référentiel. Quels sont les dossiers, quels sont les éléments contenus par les différents dossiers. Donc là, j'ai une structure qui est
en rapport avec la structure de l'entreprise. Donc, bon, j'ai un dossier transverse, mais ensuite j'ai direction, administration, finance, commerce, marketing. Donc, on a les différents organes de l'entreprise qui sont représentés par des dossiers. Et j'ai en particulier un dossier système d'information qui va comporter les applications ici, donc réparties dans différents dossiers encore, et les éléments technologiques qui vont plus nous intéresser directement. Donc j'ai ici une, une page qui me représente en fait donc une première forme de restitution, je vais commencer par ça, et qui va me donner une vision un peu générale sur mon référentiel. Donc avec une carte qui donne la vision métier, donc la répartition des applications dans les processus métiers qui les utilisent. Donc on voit ici en fait une carte qui représente des éléments de la notation Archimate, où les processus métiers sont représentés de cette manière et les applications de cette manière. Donc on répartit les applications au sein des processus métiers. Cette répartition est automatique, je vais montrer ça, et on pourra se contenter en tant qu'utilisateur de déposer des processus métiers dans une carte pour obtenir cette collecte. Donc on a ici des widgets qui permettent de, voilà, je reviendrai dessus, déjà de voir quelques métriques sur l'obsolescence. Également un suivi de campagne d'évaluation, donc où on va suivre l'ensemble des applicatifs du périmètre qui nous concerne, avec un indicateur déterminant si elles sont déjà évaluées et on a bien renseigné tous les éléments, ou elles sont en cours d'évaluation, ou si elles restent à évaluer. Donc là, j'ai un lien direct vers les éléments en question qui me permet d'aller regarder plus en détail ce qui se passe quand il y a quelque chose qui se passe. Donc là, j'ai des favoris qui me permettent d'accéder rapidement aux éléments que j'utilise le plus souvent. Et puis, des widgets un peu pratiques donc, qui vont me permettre de revenir aux éléments, encore une fois, que j'utilise le plus souvent ou que j'ai vu récemment, en tout cas. Donc, quand on est dans un processus de travail, souvent, on va passer d'un élément à l'autre. On va retrouver ici les 5-6 éléments qu'on utilise dans la tâche actuelle. Et puis, un flux d'activité qui va me permettre donc de voir un petit peu qui a fait quoi dans le référentiel et donc qui va m'aider aussi dans les tâches collaboratives. Alors, je vais vous parler de la collecte. Donc, nous allons essentiellement nous intéresser à deux données pour l'instant. Donc, bon, c'est un exemple qui est un petit peu limité dans son ampleur. Dans un cas réel, on va avoir de très très nombreuses propriétés associées à un applicatif. On va ici avoir une version simplifiée pour les besoins de la démo. La première propriété, ça va être donc la date de décommissionnement d'une application. Donc, regardons une application au travers des pages de détail de SmartIA. On va prendre par exemple le système de réservation. Donc, je peux accéder ici à la page de détail, qui d'ailleurs est une page web que je peux voir dans un navigateur. Pour, les gens qui souhaitent y accéder par un navigateur. Donc, mon système de réservation, il a un certain nombre de propriétés. Et celles qui vont m'intéresser ici, ce sont donc l'état d'évaluation, j'en ai parlé, qui permet de suivre un petit peu le processus de mise à jour avant le déroulement du processus de gestion d'obsolescence. Et puis, la date de décommissionnement. Donc ici, 31/12/2022. Je vais également m'intéresser aux composants technologiques parce que je souhaite faire le lien entre les deux éléments. Et donc, j'ai là, mettons WebSphere, je vais utiliser en fait la date de fin de maintenance pour comparer avec la date de décommissionnement des applicatifs. Donc là, j'ai défini en quelque sorte ma structure de référentiel. Donc, j'ai bien la manière de stocker les applicatifs qui est déterminée par des règles. Donc, je suis dans le système d'information et au sein du système d'information dans application. Et je vais donc là manifestement vouloir organiser ensuite les choses par processus. Donc là, j'ai sélection d'un séjour, par exemple, c'est un processus. Ou par sous-système, donc j'ai système de réservation, support client, système de gestion d'offres. CRM, donc là, c'est une application en soi. J'ai un certain nombre de règles
stockage. Pour ma technologie, eh bien, là, on met tout à plat dans un dossier. La règle, elle est simple, c'est un composant technologique, il est stocké dans le dossier technologie, situé dans le dossier système d'information. Donc, les moyens de collecte, hein, si je souhaite, par exemple, éditer globalement, donc je vous ai montré comment on accède aux différentes visions d'un objet. Donc, dans l'outil, ici, je peux accéder à la vue propriété et éditer directement les propriétés. Donc, je peux en ajouter de nouvelles. L'adjectif de licence, catégorie, fin de maintenance. Je peux ajouter, par exemple, un responsable. Donc là, je peux l'écrire directement ou la choisir parmi des clés existantes, hein, de manière à réutiliser le bon vocabulaire. Et je vais dire que le responsable ici, ça va être Alexandre. Là, j'ai renseigné une propriété. La propriété de fin de maintenance est déjà renseignée. Je peux éventuellement la modifier. Je peux également... alors, je vais prendre le même élément. C'était PostgreSQL. Je peux la renseigner dans le client web. Donc ici, je suis dans le client web. Je vais aller chercher l'élément qui m'intéresse. Donc, on va faire une petite recherche. PostgreSQL. Hop. Donc, je retrouve ici mon élément. Et donc là, je peux modifier les propriétés qui m'intéressent. Et par exemple, ici, en fait, la fin de maintenance, je me rends compte que c'était en 2023. Je modifie ça. Enfin, je peux du coup ouvrir la description de mon dossier ici. Je peux également le faire depuis le client web et faire un export Excel de l'ensemble du contenu du dossier. Donc là, j'obtiens un classeur Excel qui se trouve être en fait un classeur générique où on organise les données en onglets. Donc on a voilà, les fonctions technologiques, les services technologiques, et je retrouve ici tous mes composants technologiques, donc système software, avec leur identifiant, leur nom, leur documentation, et puis les différentes propriétés ici qui nous intéressent. Donc là, par exemple, si je veux faire du traitement de masse, euh, je vais dire, hop, Alexandre Fontaine, il est responsable de tout ça. Bernard Cadou, je ne sais pas s'il y a Bernard Cadou dans les... Il est responsable de tout ça. C'est un peu arbitraire, c'est pas très grave. Je sauve, hein, c'est dans téléchargement. Très bien. On va refermer ça. Et je vais importer maintenant le classeur que je viens de modifier. Et je peux vérifier que voilà, j'ai bien mis à jour les propriétés de tous mes composants, euh, technologiques, hein. Donc là, j'ai fait du traitement de masse. Euh, donc cette fonctionnalité-là d'utilisation d'un classeur Excel, elle permet effectivement d'aller plus rapidement en éditant de façon avec les facilités d'Excel. Elle permet également de donner accès à des gens qui n'ont pas accès à l'outil, de leur permettre de renseigner des choses. Éventuellement, pourquoi pas, d'utiliser un ETL également, hein, pour construire le classeur et pouvoir l'importer après, donc avoir une forme déjà de connecteur un petit peu embryonnaire, automatisé. Donc voilà, nous avons fait le tour là, des moyens de collecte. J'ajoute à ça qu'effectivement, on peut utiliser un connecteur qui va aller s'adresser directement à l'API du serveur. Et dans ce cas-là, on a toute la puissance hein, du langage Java pour décrire la relation entre les éléments externes et les éléments du référentiel. Une fois qu'on a fait ces moyens de collecte, évidemment, on a besoin de contrôler. Je le disais tout à l'heure, on a besoin de définir, enfin, de matérialiser les règles qu'on s'est données par des règles de validation
qui vont permettre de vérifier que les choses sont bien renseignées. Donc, j'ai un système de validation dans BO Smart IA, auquel j'accède ici, voilà, vérifier la cohérence. Donc, il est en train d'exécuter les règles. Donc, quand j'exécute la validation, j'obtiens un rapport qui ressemble à ça, avec soit donc, bon, les succès, les erreurs, les warnings, et puis donc les éléments d'information. Il se trouve que là, je n'ai que des erreurs. Et donc, j'ai défini un certain nombre de règles portant sur les propriétés, fin de support et décommissionnement, ainsi que l'état d'évaluation des applications. Donc là, j'ai 6 violations. Alors, il se trouve que ce ne sont pas vraiment des violations parce que, si, ce sont en fait des éléments qui me servent à représenter des choses dont je parlerai tout à l'heure et qui servent à faire des analyses d'impact. Donc, pour illustrer, j'ai peut-être quand même une vraie violation. Non, je ne l'ai pas. Pour illustrer ça, je vais ouvrir ce composant-là, OpenLDAP. Et donc, je vais ici, hop, voilà, je vais renseigner une date de façon erronée. Donc là, j'ai 202, ça ne marche pas. Je vais pouvoir, du coup, exécuter ma validation. Et que là, je vais avoir une erreur supplémentaire portant sur cet élément. J'ai bien une violation supplémentaire, OpenLDAP, et on me dit que OpenLDAP, du coup, a une propriété de fin de support qui est absente. Comment on crée ces règles de validation? Donc, on va dans un outil qui s'appelle gestion des prismes, et on a ici des librairies de validation. Donc, j'ai défini une librairie qui porte sur l'obsolescence avec toutes ces règles. Donc, j'ai par exemple une règle dossier erroné qui va s'appliquer aux composants technologiques. Ici, c'est défini sur les composants technologiques. Donc, pour tous les composants technologiques, système software, on va exécuter cette règle. Je définis le message, le niveau, ou ici, je peux dire si c'est une erreur, un warning ou une info. Donc, j'ai un label et une expression donc, dans le langage de requêtage de SmartIA qui va simplement consister à prendre le chemin d'accès à l'objet depuis la racine et à vérifier qu'on retrouve bien dedans le système d'information technologique. L'état d'évaluation de l'application, donc là j'ai des services dans mon langage de requêtage qui permettent de vérifier que j'ai bien une property qui est correctement renseignée en disant le nom de la property ici, donc état évaluation, et en donnant la liste des valeurs que j'accepte, donc done to do doing. Là, si j'ai un écart dedans, je vais le voir ressortir à la validation. Donc là, la même chose sur la valeur d'usage, propriété de décommissionnement ou donc propriété de fin de support. Donc là, j'ai une règle qui va me permettre de vérifier que la propriété est définie et que, donc and, que ma valeur de propriété, elle respecte une expression régulière qui correspond ici à une date. Je vous demande de me croire sur parole. On ne va pas rentrer dans ce genre de détails. Voilà, donc ces règles permettent de s'assurer que du coup l'ensemble du référentiel est correct. Donc là, on a bien fait le tour hein, de la collecte d'informations. On a un ensemble d'éléments qui permettent du coup de faire une collecte qui fonctionne et de s'assurer, de vérifier qu'à un moment, on est dans un état où on peut commencer à travailler sur sa gestion d'obsolescence. Donc, une fois qu'on a ça, on va pouvoir construire des rapports. Vraiment, à ce stade, le processus est en place, donc on a bien les restitutions qui sont en place. Donc, pour parler des restitutions maintenant, je vais passer à cette seconde phase. Donc, on va produire deux types de rapports. Donc, je vais commencer par vous les montrer. Donc, j'ai ce rapport-là
que vous avez déjà vu et qui représente donc la vision métier, comment les applicatifs se projettent sur les processus métiers et quels sont les applicatifs qui sont en défaut vis-à-vis de l'obsolescence. Donc, cette vue, elle va permettre de cibler son travail sur des applicatifs en fonction des processus pour lesquels on a peut-être des priorités différentes. Ici, une chose qu'on ne fait pas, c'est croiser la criticité des processus métiers, par exemple. Hein. Si on souhaitait faire une analyse de risque complète, hein, voilà, ici, on pourrait faire redescendre vers les applicatifs, du coup, une notion de criticité et obtenir un vrai risque, c'est-à-dire une probabilité d'occurrence qu'on va matérialiser par le nombre de composants technologiques obsolètes et une criticité, et donc obtenir un risque. Donc là, j'ai les processus métiers ici. Donc, la carte, hein, elle est automatique, hein, je le disais tout à l'heure. Hein. Donc, c'est-à-dire que si je prends, je peux du coup supprimer cet élément, gérer les ventes en ligne, et vous montrer que si je le dépose sur la carte, je vais retrouver les éléments applicatifs sans que j'ai besoin de les y mettre. Ils sont calculés automatiquement. Euh, Comment ils sont calculés? Donc ça, c'est une question qu'on va aborder juste après. Euh, et ce qui est très intéressant, c'est que ce calcul, il est, enfin, cette description, elle est accessible. Alors, je fais un petit peu de mise en forme. Donc, je vais les remettre tous à la même taille. Tac. Donc là, on retrouve hein, l'image qu'on avait au départ. Hein. Donc voilà, il a calculé tout seul les trois applicatifs qui sont utilisés par la gestion des ventes en ligne. Et pour ces applicatifs, il a regardé à chaque fois quel était l'état d'obsolescence. Donc ici, on voit que le système de réservation, il a un souci. Donc il y a des composants technologiques qui sont obsolescents. Euh, on verra ensuite comment retrouver l'ensemble des composants technologiques associés à un applicatif. Et ceux-ci vont bien. Donc je peux aussi, du coup, avoir une vision plus neutre hein, sans cet aspect d'obsolescence. Et là, voilà, j'ai déconnecté la couche qui permet de représenter l'obsolescence en ne représentant ici que la répartition, la cartographie des applicatifs par processus métier. Donc, comment j'obtiens ce lien entre les processus métiers et les applicatifs? Donc, ça a fait l'objet d'un précédent webinaire où je parlais d'analyse d'impact automatique. Donc, on mettait en œuvre l'analyse d'impact automatique dans ce webinaire pour retrouver les impacts éventuels d'une modification d'un composant technologique sur la couche applicative, sur les processus métiers. L'idée étant, dans ces processus-là, d'accompagner une transformation. Donc, ce sont des processus qui seront en aval un petit peu de celui que nous sommes en train de dérouler, où on va ici, OK, je veux mettre mon système de réservation à jour, je m'intéresse aux composants technologiques, j'en identifie un certain nombre qui sont obsolescents, je veux les remplacer. Il faut que je refasse dans l'autre sens maintenant. Je remplace un composant technologique. Quels seront les impacts de ce remplacement? Quelles seront les équipes qu'il va falloir que je forme, ainsi de suite. Donc, on avait vu cette notion d'analyse d'impact. Maintenant, nous voyons qu'on peut utiliser la même chose, hein, c'est-à-dire la mise en relation des éléments euh, au sein du référentiel pour faire des calculs directs. Donc, le calcul, c'est je retrouve l'ensemble des éléments, des composants technologiques hein, qui implémentent mon applicatif, sachant que euh, cette relation-là, elle n'est pas faite de manière directe, parce que si je prends, alors j'en prends un qui est plus simple et qui est plus parlant. Voilà, si je prends mon CRM, par exemple, on voit bien ici que j'ai un certain nombre de... Donc, il est connecté à un certain nombre d'éléments de la couche applicative qu'on voit en bleu et qu'il a une configuration ici qui est matérialisée par un node dans la couche technologique. Si je déplie ici, voilà, j'ai mes composants technologiques qui apparaissent. Je vais en garder la trace pour garder que cela. Et donc, c'est un des moyens de retrouver les composants technologiques associés au CRM. On voit bien que c'est indirect. Ici, je dois remonter une relation d'implémentation. Donc, le CRM est réalisé par une config qui est composée d'un ensemble de composants technologiques.
Donc ça, c'est effectivement donc un motif que je vais devoir retrouver ici pour faire le lien entre mes applications et les composants technologiques. Ce motif, je le capture dans un fragment de modèle qui est représenté ici, euh, et où j'ai donc un composant applicatif qui est implémenté par un node qui est composé de logiciels système. Mais on peut aussi avoir d'autres relations dans le référentiel. Et donc, ce motif, il représente la manière dont j'ai décidé de modéliser les choses dans mon référentiel. On peut appeler ça un élément de l'architecture de référence. Donc aujourd'hui, il va nous servir à retrouver, on a un service qui permet, à partir d'un composant applicatif, d'exploiter ce motif pour retrouver le logiciel système en suivant les liens. Donc ce motif, je vais l'utiliser. Alors, je peux tout simplement l'utiliser pour faire une analyse d'impact avec un service analyse d'impact. Donc je vais montrer ici comment euh, application comment on peut l'utiliser directement sur le CRM, par exemple. Je vais retrouver mon CRM. Là, j'ai bien mon CRM. Hop, Impact Analysis. Et je mets le nom ici de mon... Alors, je vais le copier pour que ce soit plus simple. Je mets le nom de mon fragment. Et j'obtiens tous les éléments. Hop, Application Component to System Software. Il y a pas beaucoup. Je mets tous les éléments, du coup. Alors, je n'ai pas bien appelé. Euh, je vais recommencer, je vais faire une erreur dans la sixième. C'est là. Une erreur, peu importe. En tout cas, ici, donc, dans mon... non, c'est pas celui-là. Voilà, dans ma vision métier, je vais paramétrer le diagramme en utilisant ce fragment. Une petite sauvegarde. Donc, je vais paramétrer le diagramme en utilisant ce fragment au travers de propriétés du diagramme. Donc, on a uniquement des moyens qui sont accessibles à l'utilisateur pour faire ces paramétrages, à savoir de la modélisation Archimate pour définir les fragments, euh, une création d'une carte dynamique ici qui est accessible directement à l'utilisateur, et puis du paramétrage au travers de l'outil Smartier directement, donc comme ça. Euh, voilà, donc je sélectionne ici cette page, et donc là, voilà, j'ai euh, ici le template, donc Process to Applications, qui va me donner l'ensemble des applications pour un processus métier. Je filtre sur les Application Components. Si je ne filtre pas ici, je vais avoir d'autres éléments éventuellement qui apparaissent. Euh, donc, il est en train de faire le calcul. Et puis, je définis des conditions et des couleurs. Donc, la couleur rouge ici avec la condition qui est exprimée dans une règle de mon langage de requêtage permettant de déterminer si mon, enfin, l'ensemble des softwares. Voilà, donc là, j'ai retrouvé l'ensemble des éléments associés à l'analyse d'impact depuis un processus métier. Je reviens en arrière.
Donc la requête permettant de retrouver la couleur rouge, hein, elle regarde si il existe un composant système dans le résultat de l'analyse d'impact sur une application dont la date de fin de support est antérieure à la date de décommissionnement de l'application concernée. Donc, je reprends ici. Voilà. Donc, je fais une impact analysis sur système software. Je filtre sur les systèmes software et je cherche s'il en existe une dont la fin de maintenance est antérieure à la date de décommissionnement. Et si cette condition s'applique, alors j'applique la couleur rouge. Et puis pour toutes les autres, hein, donc on utilise la première condition qui fonctionne. Et donc derrière, on a une condition très très simple qui est true. Toutes les autres, on les met en vert. Je vais refiltrer sur les application components et vous montrer ensuite donc la restitution tabulaire. C'est déjà 11h48. Qui utilise les mêmes principes, c'est-à-dire un paramétrage à l'aide de cette analyse d'impact pour construire là une table avec des indicateurs visuels, avec des liens directs vers les éléments dans le référentiel et permettant de partager l'analyse avec des acteurs métiers qui n'ont pas forcément la connaissance de Archimate, donc en donnant une vision plus tabulaire avec une relation entre les applications, les composants technologiques concernés. Donc là, une petite sauvegarde qui prend du temps. Dès que c'est terminé, alors je vais en fait vous montrer ça sur le client web en attendant. Donc voilà, la gestion d'obsolescence ici, donc c'est là. Je vais aller directement dans l'accueil pour retrouver ça. Voilà. Donc là, je vais utiliser mes favoris. Donc une carte que j'appelle le risque applicatif, enfin pas une carte, une table que j'appelle le risque applicatif pour le coup, et qui va voilà, me faire la liste pour chaque applicatif des composants technologiques qui le composent, qui la composent, il l'implémente, et avec la date de décommissionnement dans cette colonne, la date de fin de support ici, et donc un indicateur de leur état sous la forme d'une image. Je peux du coup, depuis cette table, naviguer vers les éléments concernés. Et là, j'ai une date de fin de support qui est correcte. Je peux ici faire ça. Si je modifie ici ma date de fin de support, alors évidemment, c'est juste pour l'exemple. Dans un cas concret, on prendrait ce lien-là, on le collerait dans un mail ou dans un Jira, et puis on créerait une tâche de mise à jour, évidemment. J'ai modifié mon fin de support, donc si je recharge cette table, voir que pour AngularJS, la couleur de l'indicateur aura changé. Voilà, donc on a un indicateur vert ici pour AngularJS. Donc comment ça s'est construit? Alors attention, je vais vous montrer un petit peu de code. Donc voilà, on a un petit langage qui utilise uniquement le langage de requêtage de l'outil, qui est documenté dans l'outil et sur le web. Il s'agit de langage actuel, où on va voilà, donc, récupérer les différentes properties ici des objets, et puis donc utiliser encore une fois le service d'analyse d'impact pour itérer sur les relations en fait, entre les applicatifs et les composants technologiques. Donc on peut exécuter ça. Alors en passant, on peut éditer ces requêtes dans le web. Voilà, donc j'ai terminé avec la restitution. Il me reste évidemment, alors je vous avais montré déjà les indicateurs sur le tableau de bord. Donc là, j'ai un tableau de bord qui est la page d'accueil, qui me montre de façon synthétique la projection des applicatifs sur les processus métiers, et puis donc des widgets qui me montrent ici un petit peu où j'en suis vis-à-vis de l'obsolescence technologique plus globalement, donc avec une vision globale, sans tenir compte de la répartition de l'utilisation. Donc je sais que j'ai 19 composants obsolescents. Je peux aller les voir directement ici en cliquant dessus. Donc j'ai une table qui s'ouvre et qui me donne des liens directs cliquables.
je vais avoir 8 composants qui sont obsolescents dans les 2 ans et dans les 5 ans, j'en ai 6. Donc là, on a un état qui, j'espère, ne reflète pas vraiment l'état d'une DSI parce qu'on serait pas bien. Encore qu'on peut avoir plein de composants obsolescents qui sont inutilisés. Euh, voilà. Et dans l'obsolescence applicative, bon, j'en ai 2 qui sont obsolescentes. Euh, 2 qui seront obsolescentes dans les 2 ans. Donc là, on interroge uniquement les dates de décommissionnement. Et puis, je vous avais parlé donc du suivi de la campagne d'évaluation. Donc ça, c'est le dernier type de restitution qu'on peut faire avec Smartier, hein, donc construire des tableaux de bord comme ça. Et là, donc, j'ai une solution complète de gestion d'obsolescence qui me permet effectivement de mettre en place un vrai plan d'action pour gérer mon obsolescence et résorber les problèmes que j'ai su identifier ici avec cette carte. Je vais, du coup, j'en ai fini avec ce que je voulais montrer aujourd'hui. Donc, ce qu'on peut retenir hein, de Smartier, globalement, c'est donc le support Archimate 3.1, le côté collaboratif et visuel, évidemment, et que c'est personnalisable et extensible. En particulier, c'est personnalisable au travers de moyens accessibles à l'utilisateur, on l'a vu aujourd'hui. Et puis donc, on peut implémenter des processus de gestion typiques des DSI, comme la gestion d'obsolescence. On peut tout à fait étendre ça à une gestion de risque ou d'autres choses en appliquant les mêmes principes, hein, donc collecte d'informations, restitution à l'aide des outils que le Smartier propose. Smartier, rapidement, donc, est disponible dans différentes éditions, hein. Donc, on a pour les architectes le modeleur que vous avez vu. Les parties prenantes qui ne sont pas les architectes peuvent utiliser l'accès web avec recherche textuelle, navigation, hein, changement de branche, et puis donc l'import-export Excel que je vous ai montré. Et puis donc, on a également une édition développeur qui permet de, pour le coup, faire des personnalisations plus avancées, créer des nouvelles vues, des nouvelles cartes, des nouvelles représentations ou des connecteurs avec un atelier de développement Java qui permet d'accéder à l'API Smartier. Si vous souhaitez donc démarrer, nous avons une démonstration en ligne. Vous pouvez également télécharger une version d'évaluation en suivant ce lien. Nous avons un certain nombre d'articles qui illustrent les utilisations et les cas d'usage de Smartier que vous pouvez consulter. Je vous remercie pour votre attention. Je vais répondre aux questions. Alors, est-ce possible de faire un service Java au lieu de faire de l'AQL? Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. Effectivement, c'est intéressant. Le service d'analyse d'impact là, que je vous ai montré, par exemple, hein, c'est un service Java que nous avons implémenté et qui est accessible au travers de AQL. Donc, par exemple, ici, si on veut dans la recherche, donc je vous ai montré, par exemple, comment on peut accéder à une application par son nom. Donc, application by name, CRM. Donc ici, application by name, c'est en fait un service Java, application component by name. C'est un service Java que nous avons déployé, qui est accessible au travers du langage actuel, mais voilà, avec une requête extrêmement simple du fait que on l'a matérialisé par un service Java. C'est la même chose pour Impact Analysis. Donc, on peut déployer des services Java, effectivement, pour faire ce travail. Pour ce qui concerne les règles de validation, on peut également, du coup, définir les règles de validation soit au travers d'une expression actuelle, comme je vous ai montré, mais on peut également les définir au travers d'une règle Java. Alors ici, par exemple, on a les règles Archimate. C'est une librairie qui est chargée, et c'est un jar, en fait, qui déploie directement un ensemble de règles sous la forme de, de classes, hein, avec une API permettant de décrire ces règles en Java. Donc évidemment, on peut du coup accéder à un pouvoir d'expression plus important et définir des règles peut-être plus évoluées. Je crois que la question était en deux parties. Euh, non, c'était ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très bien, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire et puis
Je vous informe simplement que je vais publier un post du blog rapidement qui reprend l'ensemble de ces éléments donc sous la forme d'un billet de blog, d'un petit article euh, qui permet de préciser un certain nombre de choses et de montrer des exemples. Merci encore et bonne fin de journée à tous.